Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à cette principale édition d'information. Deux titres à savoir la journée internationale des archives, première manifestation du genre célébrée officiellement dans le pays. C'est au siège des archives nationales que s'est déroulée la dite cérémonie devant un parterre d'invités venus pour la circonstance. Ce sera avec Marielle Ecom dans quelques instants seulement. Et nous parlerons également dans ce journal de la journée mondiale contre les faux médicaments axée sur le thème danger de la consommation des faux médicaments. Et c'est l'hôtel de ville qui a prêté son cadre pour la circonstance. Les précisions avec Fabiola Mengue. Mesdames et messieurs, merci pour votre confiance sans cesse à renouveler au programme de TVS. Sieur Oula Valère, âgé de 50 ans, a échappé à une tentative d'escroquerie en allant prendre sa pension par des individus non encore identifiés. Le reportage est signé de Fabiola Mengue et de John Hilaire Bouya. Alors, comment ça se fait que vous vous retrouvez dans cette voiture? Racontez-nous votre histoire depuis ce matin. Je sortais, après il y a eu un garçon qui se disait qu'il travaille à la CNCS. Bon, il est venu pour moi, me prendre, ils ont besoin de moi là-bas. Nous sommes tous avoir arrêté. Ils ont téléphoné, il faut que j'ai les pièces de la CNCS. Il m'a dit, on est parti à la maison, retirer les choses, les papiers. Et le moment où on est parti à la maison, le taxi est parti. Et le monsieur est parti, on l'a arrêté et a proposé 3 000. De beaux séjours à la caisse. Et là-bas nous venons. Maintenant, on est sorti par la Carrefour qui va. Hein? On est sorti au Carrefour qui va à la cité démocratie. Après, on a garé. Il disait qu'il va aller aux toilettes. Et nous avons fait moins 2 heures de temps. On est là assis avec le frère. Ils ne viennent pas. C'est là où je l'ai dit, allons. Lui aussi, il a décidé qu'on est parti. Il a téléphoné ici, quoi. On est parti jusqu'ici là. Ce ne sont pas donc vos enfants? Non, ce n'est pas mes enfants. L'autre, il est locataire, mon locataire. Oui. L'autre, il travaille à la CNCS. Mais lorsqu'on est parti là-bas, il veut faire les toilettes. Tu travailles ici, tu connais les lieux où on fait les toilettes. Même moi, tu viens prendre l'argent et je retourne chez moi. Je connais les toilettes. Plus de peur que de mal, à Port-Gentil, les habitants du quartier à pas se sont réveillés sous le choc après la découverte d'un fœtus d'environ 6 à 7 mois qui a été retrouvé derrière un canal situé à quelques mètres de l'école primaire Saint-Paul-de-Bois. Les auteurs de cet acte ne sont toujours pas connus. Les précisions avec Edwin Zengui de Mediaplus à Port-Gentil. C'est aux environs de 6 heures du matin que les habitants du quartier Pas à Pas ont constaté la présence d'un fœtus d'environ 6 à 7 mois dans ce canal situé derrière l'école primaire Saint-Paul-de-Bois dont on ignore les principaux auteurs. On a fait signe qu'il y avait un fœtus au canal Saint-Paul. Bon, on ne sait pas comment ça se passer, mais c'est que sûr, on saura la personne.
Parce que si le voisin t'a vu enceinte, on t'a un gros ventre, après le ventre devient petit, c'est facile. Donc le voisinage va se poser des questions. Je dirais que c'est un acte à condamner. Parce que je ne conçois pas que après une œuvre, Dieu n'a pas dit que quand on prend une grossesse, on doit l'avorter. L'enfant est déjà formé et de ce quoi on le jette à un fossé. C'est pas normal, c'est condamnable. Que la justice soit faite et que l'on retrouve la coupable ou le coupable de cet acte. Selon ce citoyen, malgré le contexte économique actuel, cette pratique n'a pas sa raison d'être. Quelle que soit la crise, il y a toujours un problème, une solution dans un problème. La crise, la fille, si elle savait qu'il y avait la crise, elle a des parents, peut se rapprocher des parents, des voisines. Bon, aidez-moi, il me manque telle ou telle chose pour que je puisse mettre mon enfant au monde, mais pas en faisant cet acte-là. Une découverte macabre qui s'est produite ce dimanche 28 mai 2017 où les mamans commémoraient la fête des mères. En ce jour de la célébration de la fête des mères, ce n'est pas un acte à consommer, c'est ignoble, c'est vraiment déplorable. Et les mamans prennent conscience que lorsque tu prends une grossesse, tu as été consentante avec l'homme de fermer un bébé. Quels que soient les moyens que vous aviez, laissez cet être humain venir. Il est innocent. Pourquoi mériter un tel sort? En tout cas, je dis, personnellement, étant que père, je ne serais pas d'accord. Et si moi, il m'arrivait ce cas, je chercherais à faire punir ma conjointe. Aujourd'hui, c'est la fête des mères, mais cet acte est condamnable. Parce que fête des mères, c'est-à-dire que tu es maman. Aujourd'hui, c'est une maman qui commet cet acte. Cette maman doit être poursuivie. C'est mauvais, c'est pas normal. Ce cas, c'est le jour de la fête des mères. C'est pas normal. Là, vraiment, la femme nous a dessus. La femme nous a dessus. Une enquête a été ouverte par les agents de la police judiciaire antenne de Port-Gentil pour retrouver les principaux auteurs de cet acte. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. À Port-Gentil, nous y restons. L'antenne provinciale de la police judiciaire vient de mettre la main sur une bande de jeunes compatriotes délinquants résolument engagés dans le vol, le braquage et agression sur les populations résidentes. Les précisions avec Raïssa Kerianondo de Mediaplus Port-Gentil. Vol aggravé, cambriolage et agression, ce sont entre autres les chefs d'accusation qui pèsent sur ces jeunes compatriotes à la suite des différentes actions soldées de délits perpétrées récemment dans la ville de Sable. Appréhendés par les enquêteurs de l'antenne de police judiciaire de Port-Gentil et présentés devant les médias avec le butin de leur forfait, dans lequel l'on notait entre autres 2 écrans plasma, 2 montres pour femmes et du cuivre, chacun selon son cas a fondu en excuses, reconnaissant les faits qui leur sont reprochés. Je suis sorti chez ma voisine, je suis allé avec le couteau, j'ai coupé son câble, les 2 côtés, j'ai mis dans le sac, je suis allé le couler à la poubelle. Je revenais du SNAP, j'ai passé par mon quartier, j'ai aperçu 3 voleurs, je les ai criés dessus, ils ont fui, ils ont laissé quelques matériels, j'ai ramassé, quand ils ne connaissaient pas c'est la plaignante, j'ai pris, j'ai vendu à mon frère. J'ai une maison, la fenêtre est ouverte, j'ai mis ma main, j'ai ouvert la porte, j'ai pris pour la télévision. À l'exception de l'un d'entre eux qui semble ne pas comprendre ce qui lui arrive, prétextant de l'achat d'un objet volé. C'est mon petit frère qui m'a vendu une montre. Il m'a fait comprendre que c'est une montre qu'il a aussi achetée avec quelqu'un d'autre. C'est ce qui m'amène ici, c'est cette montre-là qui m'amène ici. Sincèrement, c'est la première fois que je me retrouve dans ce genre de circonstances. Bon, les mots me manquent, je ne sais pas comment prendre, mais bon, on fait avec. Tandis que les autres ont justifié leurs actes par la précarité de l'emploi qui prévaut dans la cité, désireux de subvenir à leurs besoins. J'ai un bébé de 3 mois. C'était pour payer le lait du bébé. Juste ici, pour moi, même s'il n'en avait pas le droit pour moi. Ces derniers seront ensuite présentés au parquet où ils répondront de leurs actes. Âgés de 21 pour la majorité et 22 pour le plus grand d'entre eux, ces faits en témoignent de l'avilissement de la jeunesse gabonaise qui, au fil du temps, s'engage dans la délinquance en choisissant très tôt la vie facile, avec une excuse toute choisie, celle de la crise économique qui sévit dans le pays. Situation qui devrait interpeller les plus hautes autorités de l'État à se pencher sur le devenir de cette jeunesse pratiquement sacrifiée par le contexte actuel.
À Libreville, nous sommes là du côté du comité de privatisation où les agents ont décidé de fermer l'entrée principale afin de revendiquer le paiement de leurs 16 mois de salaire. C'est en présence de Hicham Abessolo et Mosconi Ngonba. Un climat délétère qui prévaut actuellement au comité de privatisation car le personnel de cette structure a décidé de faire le pied de grève devant leur bâtiment afin de revendiquer leur salaire impayé depuis plus d'1 an. Ces agents qui estiment avoir atteint le seuil de tolérance entendent lever le piquet de grève si et seulement s'ils obtiennent satisfaction à leurs revendications. Les doyens du ministère du Commerce et des PMI ont décidé de réunir tous les syndicats du dit ministère afin de mutualiser les efforts pour la bonne marche des revendications. Réunis ce matin en assemblée générale, ces derniers ont dû surseoir le mouvement de grève entamé il y a quelques semaines par les centrales syndicales. Les précisions avec Marielle Ecom et Mosconi Ngonba. Le climat de tension qui prévaut actuellement au sein du ministère du Commerce n'a pas laissé indifférents les doyens de cette maison. Réunis en assemblée générale extraordinaire, ces derniers ont suggéré aux 4 centrales syndicales existantes de mutualiser leurs efforts en mettant en place une plateforme qui prendra en compte les différentes revendications afin de mieux négocier avec la hiérarchie. Des négociations qui iront à court et à long terme, mais s'agissant du court terme, des points ont déjà été choisis afin d'être soumis à la tutelle. Les doyens invitent donc les syndicats encore réfractaires à rejoindre le navire pour redynamiser le ministère du Commerce. À l'instar de la communauté internationale, le Gabon a célébré ce jour la journée mondiale contre les faux médicaments sur le thème « Danger de la consommation des faux médicaments ». La dite cérémonie s'est déroulée à la mairie de Libreville. C'était en présence de Fabiola Mengue et Bertrand Komileka. Le maire de la commune de Libreville, Rose Cristiano Souka Raponda, a souhaité la bienvenue aux différentes autorités présentes et a lancé un message de sensibilisation et a exhorté les chefs de quartier et les populations venues massivement à faire le relais. Jour consacré justement à la lutte contre les faux médicaments.
je crois que, Excellence, Monsieur le Ministre, cette journée est d'autant plus importante qu'elle appelle la conscientisation de nos compatriotes, surtout celles qui refusent d'aller vers les officines agréées pour pouvoir s'octroyer des médicaments. C'est vrai que d'autant dirait que le fait de se retourner vers ceux-là même qui exercent dans la vente de faux médicaments relève du fait de peut-être de la baisse ou de l'insuffisance de leur pouvoir d'achat, mais il n'en demeure pas moins que nous devons, chacun en ce qui nous concerne, que ce soit nous les responsables locaux, ou encore les chefs de quartier, ou encore les populations elles-mêmes, doivent être sensibilisés dans cette consommation-là des médicaments qui ruinent ou encore détruisent nos organismes. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé a tenu à démontrer l'ampleur et la gravité de ce phénomène. Les produits médicaux de qualité inférieure, faux, faussement étiquetés, falsifiés, contrefaits, sont aujourd'hui un fleuve mondial car aucun pays et aucune région du monde n'est épargné et constitue une véritable menace de santé publique mondiale. Les produits médicaux comprennent les médicaments, les vaccins, les produits diagnostiques, le sang et les produits sanguins, les produits biologiques ne servant pas à la vaccination et les dispositifs médicaux qui contribuent à sauver des millions de vies dans le monde. Les produits médicaux doivent répondre aux critères internationaux de qualité, d'innocuité et d'efficacité. Ils doivent être disponibles d'un prix abordable, prescrits correctement et utilisés rationnellement. Malheureusement, les produits médicaux de qualité inférieure, faux, faussement étiquetés, falsifiés, contrefaits, sont souvent conçus pour paraître identiques aux produits authentiques et peuvent ne pas provoquer de réactions indésirables évidentes, même si souvent ils ne traitent pas correctement la maladie ou l'affection à laquelle ils sont destinés. Il existe de nombreuses estimations sur les portées et l'ampleur des marchés de produits médicaux de qualité inférieure, faux, faussement étiquetés, falsifiés, contrefaits. Mais peu de faits probants corroborent ces estimations. Ce phénomène concerne plus de 1000 produits médicaux qui ont été signalés apparemment à toutes les principales classes thérapeutiques, appartenant à toutes les classes thérapeutiques et concernant des médicaments de spécialité comme des médicaments génériques. En 2009, 20 millions de comprimés, flacons et sachets de médicaments contrefaits illégaux ont été saisis au cours d'une opération de 5 mois coordonnée par l'Organisation internationale de la police criminelle, Interpol, à travers la Chine. En Europe, des douaniers ont saisi 34 millions de comprimés contrefaits rien qu'en 2 mois en 2009. Les ventes mondiales de médicaments contrefaits pourraient atteindre cette année plus de 75 milliards de dollars, soit 90% de hausse en 5 ans, selon une estimation publiée par le Centers for Disease in Public Interest des États-Unis d'Amérique. On ne connaît pas exactement le nombre de décès imputables aux médicaments contrefaits, ni l'ampleur de ce commerce, mais les coûts qui en résultent pour la santé publique sont considérables. Outre leurs conséquences directes pour les individus, les contrefaçons peuvent provoquer une résistance aux médicaments utilisés contre les maladies figurant parmi les principales causes de mortalité. Espérons que le message sera bien relayé par les différents chefs de quartier qui ont pris part à la dite cérémonie. Car, comme l'a dit le ministre de la Santé, je cite, les médicaments vendus sur les trottoirs tuent, donc il est préférable de se rapprocher d'une pharmacie. Ce phénomène qui est récurrent dans notre pays est un fléau que les autorités doivent sanctionner avec la dernière énergie. La santé et la vie des Gabonais y en dépendent. À l'occasion de cette journée, le ministre de la Santé publique, le professeur Léon Duba, s'est exprimé au micro de Fabiola Mengue face à la caméra de Bertrand Okomileka. La célébration ce jour en différé, la journée mondiale de la lutte contre la contrefaçon des médicaments est un événement majeur pour notre pays
dans sa position en vue de trouver des solutions définitives à ce grand fléau. En nous investissant sur la lutte contre les médicaments illicites, c'est inévitablement contre tous les autres produits de santé nocifs, tels que les réactifs de laboratoire, les consommables médicaux et les compléments alimentaires qui sont de plus en plus contrefaits. L'Organisation mondiale de la santé définit l'ensemble de ces produits comme des produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés, dont la dangerosité et la toxicité exposent l'homme à sa destruction. C'est pour freiner son ancrage qu'une journée mondiale a été décrétée à cet effet. Depuis le 28 mai 2002, le Gabon, notre pays, célèbre régulièrement cette journée sous les thèmes divers. Et cette année, le thème retenu est le danger de la consommation du faux médicament. Le choix de ce thème a pour objectif de mettre un accent particulier sur les risques majeurs de santé publique auxquels sont exposées les populations qui ont recours aux médicaments et aux autres produits vendus illicitement dans nos lieux publics, en particulier les marchés. Nous tenons à rappeler aux populations que le médicament, qui garantit une santé saine, est un médicament qu'il faut acquérir auprès des structures réglementaires conformément à la politique nationale du médicament chargée d'en assurer la distribution. Ces structures répondent ainsi à une chaîne précise et se déclinent ainsi qu'il suit. La centrale d'achat médicaments, les pharmacies, les dépôts de médicaments, les structures hospitalières. La consommation des médicaments et autres produits de santé illicites représente une grave menace en santé publique car le faux médicament et par sa forte concentration toxique dans l'organisme est un tueur silencieux. D'une célébration à une autre, parlons à présent de la Journée internationale des archives. C'est à travers le thème de l'année Archives, citoyenneté et interculturalisme que les autorités ont pensé à un thème national faisant état des lieux de la gestion documentaire. Les précisions avec Maria Lecom et Jean-Luc Bourreau. Célébrée le 9 juin de chaque année, la Journée internationale des archives n'est pas passée sous silence au Gabon. Elle a donné lieu à une manifestation officielle dont le thème national a été celui de l'état actuel des archives dans les ministères au Gabon. Un thème plutôt évocateur. L'origine de l'instauration de cette journée a été rappelée par le directeur général des archives, Georges Azizet Sonnet. C'est également appesanti sur le choix de ce thème. C'est en 2004 que les archivistes, réunis lors du Congrès international des archives à Vienne, Autriche, ont adopté une résolution demandant aux Nations Unies de créer une journée internationale des archives. La date choisie fut celle de la création du Conseil international des archives le 9 juin 1948. Et c'est avec le concours de l'UNESCO qu'en 2007 fut instaurée les Journées internationales des archives dans le monde, que nous organisons cette journée de façon officielle. La Direction générale des archives nationales et ses partenaires ont pensé qu'il était utile de débuter par un état des lieux de la gestion documentaire dans notre pays, dont le sous-thème état actuel des archives dans les ministères au Gabon. À travers son allocution, le secrétaire général du gouvernement a ouvert officiellement cette journée, nonobstant l'intérêt du Premier ministre dans le processus du plan stratégique Gabon émergent. Je puis vous assurer que le gouvernement de notre pays que dirige monsieur le Premier ministre Emmanuel Issozé Ngondé y a toujours accordé un grand intérêt dans le processus du plan stratégique Gabon émergent, eu égard aux nombreuses priorités dont il fait face. Mesdames et messieurs, votre présence à cette journée
pour aborder les thématiques qui préoccupent la communauté professionnelle vise, à travers les actions que vous menez déjà, à perpétuer la conservation de notre patrimoine documentaire national en ayant le souci de la rendre disponible pour les générations actuelles et futures. Dans ce processus qui vous permettra d'échanger et de partager autour de l'administration et la gestion documentaire, je déclare ouverte la Journée internationale des archives 2017 au Gabon. Je vous remercie. Des exposés ont été présentés au cours de cette célébration, entre autres l'historique des archives au Gabon, quelle politique pour le patrimoine documentaire au Gabon, les offres de formation en sciences et techniques documentaires. Ces techniques qui préoccupent la communauté professionnelle visent à perpétuer la conservation du patrimoine documentaire national en la rendant disponible pour les générations actuelles et futures. Rien à voir avec ce qui précède. La Direction générale des transports terrestres et le cabinet ICS viennent de tenir à Libreville un atelier portant sur la réglementation du métier de conducteur. Les précisions avec Euphrem Bioguezo et Fleury Aseonda. Communiqué sur les dernières résolutions portant sur la régularisation du métier de conducteur vient de faire l'objet d'un atelier qui a vu la participation des agents de la Direction générale des transports terrestres et les experts de l'ICS chargés de la dite formation, laquelle s'est fixée pour objectif simple, professionnaliser et formaliser le métier de conducteur par des enseignements approfondis sur la conduite défensive, renforcer la sécurité routière en rappelant les bases du code de la route, mais aussi préparer les conducteurs des engins de levage à la mutation intégrale du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. La certification des futurs conducteurs d'engins ne sera plus effectuée par le Bureau Veritas. D'autres partenaires rentrent en jeu à l'image du cabinet ICS qui aura pour rôle de réglementer ce secteur d'activité aux côtés d'autres cadres bien formés du ministère des Transports terrestres. Tout ceci en conformité avec le décret portant l'obligation de formation professionnelle des conducteurs de véhicules affectés ou effectuant le transport public, routier, de personnes ou de marchandises, fixant les conditions de la profession des taxis. 15 mois de travaux pour un résultat positif, c'est dans cette nouvelle configuration que se trouve actuellement le port de Vendo qui a désormais une capacité de 150 000 conteneurs par an. Les précisions avec Euphrem Bioguezo et Fleury Aseonda. 181 milliards de francs CFA ont suffi pour non seulement remettre dans les bonnes conditions de communauté d'usage le grand port commercial de Vendo, mais également par accroître sa capacité d'accueil qui s'étend sur 18 hectares, le tout réalisé en 15 mois de travaux intenses. Ce terminal peut accueillir 150 000 conteneurs par an, munis de 8 silos à grains, blé et malt, pour une capacité de 10 000 tonnes. 5 autres cubes de stockage d'huile de palme brute et raffinée devraient permettre à ce port de pouvoir contenir en réserve près de 8 000 tonnes. Équipé de 3 grues et un quai de 690 mètres de long, le port de Vendo, dans sa nouvelle configuration, est loin d'atteindre l'autonomie de ses voisins de Douala ou encore de Pointe-Noire, mais pourra tout de même permettre à plusieurs de ses clients de limiter le temps mis à quai, le tout combiné avec les tarifs attractifs.
L'infrastructure mise en place destinée au parc à conteneurs ne se passe de commentaires. Son opérationnalité date de 2 semaines et les premiers navires qui sont à quai affichent très fièrement leur pavillon. La rareté des lignes maritimes à destination du Gabon pourrait constituer un léger flop dans la mise en service de cette nouvelle infrastructure qui, disons-le, répond à la norme internationale. Une note de politique dans cette édition d'information face à ce qu'il qualifie d'escalade de violence à l'extérieur du territoire national. Le président de l'Alliance pour le changement et le renouveau ACR, Bruno Ben Moubamba, appelle à l'arrêt de la violence. Aussi invite-t-il les acteurs politiques proches du pouvoir à prendre acte de la colère du peuple. Les précisions avec Arnaud Mbabekong. Événement malheureux des États-Unis, encore sur la toile, où les hautes personnalités gabonaises sont malmenées dans les rues de New York par la diaspora gabonaise qui y réside, ont amené le président de l'ACR, Ben Moubamba, à sortir de sa réserve en appelant la désescalade de la violence dans le pays. Premièrement, lancer un appel pour une désescalade de la colère de la nation. Cette colère menace d'entraîner notre pays vers le chaos depuis le 27 août 2016, lors de l'élection présidentielle. Malgré le dialogue national et politique qui vient de se terminer, malgré les efforts et du président de la République et de certains acteurs, force est de constater que ce dialogue n'a pas encore atteint les objectifs visés, c'est-à-dire l'accalmie. Je suis ici pour lancer un appel pour la non-violence dans le pays. Pour l'acteur politique, membre de l'équipe gouvernementale, cette escalade de la violence est consécutive à la sourde oreille des acteurs politiques, notamment du pouvoir. Je le dis calmement, parce que je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'un dialogue, c'est fait pour se partager les postes, se partager de l'argent, être dans les combines, dans les coulisses, faire des stratégies, alors que le peuple souffre. Non, je ne ferai jamais partie de cette génération. La jeunesse gabonaise est en colère, dans le pays et à l'étranger. Il est du devoir des acteurs politiques de l'entendre. Et la colère de la nation, la colère de la jeunesse gabonaise n'appartient ni à l'opposition, ni au pouvoir. Et c'est ici qu'il faut indexer, en tant que président de l'ACR, les attitudes absolument irresponsables parfois de quelques acteurs au pouvoir qui ne veulent pas écouter le désespoir de la nation, le désespoir de la diaspora. Parce qu'il y a bien un désespoir. Tout en refusant d'être l'ami du chef de l'État, Bruno Ben Moubamba appelle le président de la République
à prendre consciencieusement acte de cette colère, tout en l'invitant à tout faire pour baisser le niveau de colère de ses fils, tant sur le territoire qu'à l'extérieur. Il se propose à cet effet à rentrer en contact avec la diaspora gabonaise, résolument dans la rébellion contre les institutions de la République. De la politique à la religion, tout juste un pas, une conférence de presse a été animée ce matin par son éminence Dieudonné, cardinal Zapalenga, avec pour but d'édifier la population gabonaise sur les maux qui minent la société et l'apport de l'Église. Reportage mis en image par Mosconi Ngonba. Son éminence Dieudonné, cardinal Zapalenga, était face aux hommes des médias dans le cadre d'une conférence de presse. Les sujets qui ont trait à la religion, la politique et l'homosexualité au sein de l'Église ont été abordés. Il était question d'édifier les uns et les autres sur toutes ces choses. L'homme est porteur d'un message pour la nation gabonaise. Les serviteurs de Dieu sont aujourd'hui divisés à cause de leurs différences politiques, chose qui ne devrait pas exister. À cet effet, son éminence s'est prononcée. L'homosexualité a gagné l'Église catholique, une pratique décriée par tous. Le programme se poursuit demain avec l'ordination des nouveaux serviteurs de Dieu. La population chrétienne est attendue à la cathédrale Sainte-Marie pour rehausser cette rencontre. Place à présent à l'actualité hors de nos frontières qui nous amène d'abord au Qatar où plusieurs magasins ont été vidés suite à la crise qui secoue le pays. Une situation mal vécue par les propriétaires des magasins. Les précisions sont de nos confrères de la presse internationale. Des gratte-ciel, des voitures blanches et des chantiers. En apparence, rien d'inhabituel au Qatar. Ici, on parle peu et l'on ne montre pas. Depuis les scènes de rayons vidés dans les supermarchés, les caméras ne sont pas les bienvenues et le réapprovisionnement se fait aussi souvent que possible. Vous avez besoin de lait frais ? Il n'y en a plus déjà. Le petit émirat importe jusqu'à 90% de ses besoins alimentaires. Face au blocus de l'Arabie Saoudite et ses alliés, la priorité est de rassurer la population. Les gens sont un peu nerveux au sujet de la nourriture, mais j'ai remarqué qu'aujourd'hui il y avait des produits laitiers en provenance du Qatar, ce qui est une première. Le gouvernement qatari affirme avoir suffisamment de denrées alimentaires pendant 1 an. Mais à quel prix s'interroge-t-on dans cette petite épicerie? Tout le lait, tous les œufs viennent d'Arabie Saoudite. Ils ne nous permettent plus d'avoir ces denrées et on ne peut pas importer. Tout va devenir très cher. En plus, à tout moment, on peut perdre notre travail. On bosse pour Qatar Airways.
La compagnie aérienne nationale, menacée d'asphyxie économique sans levée du blocus aérien. Selon cette spécialiste, des inquiétudes proportionnelles à la gravité de la situation. Cette crise est la pire jamais connue dans la région, bien que cette rivalité existe depuis de nombreuses années. Un isolement aérien, terrestre, mais aussi maritime. Dans le port de Doha, pas de bateau ou presque. Comment naviguer au travers de cette crise? C'est la question que se posent les 90% de travailleurs étrangers, tout comme les Qataris. Au Royaume-Uni, les conservateurs britanniques ont essuyé un revers en perdant la majorité absolue au Parlement lors de l'élection législative anticipée de jeudi dernier. Malgré ce camouflet, Madame le Premier ministre a annoncé la formation d'un nouveau gouvernement. Nous retrouvons nos confrères de la presse internationale. Elle voulait avoir les coudées franches, notamment pour négocier les conditions du Brexit. Theresa May sort finalement de ce scrutin avec un boulet au pied. Si le Parti conservateur semble arriver en tête, il serait en passe de perdre la majorité absolue au Parlement. En ce moment, plus que tout, notre pays a besoin d'une période de stabilité. Si les premières estimations sont correctes et que le Parti conservateur a remporté le plus de sièges et probablement le plus de voix, alors ce sera de nouveau notre responsabilité de nous assurer que le pays connaisse cette période de stabilité et c'est ce que nous ferons. Mais si la Première ministre tente de garder la tête haute, ses adversaires font feu de tout bois. À commencer par son principal rival, le travailliste Jeremy Corbyn, dont le parti remporterait entre 30 et 40 sièges de plus que dans le Parlement sortant. S'il y a un message au résultat, c'est celui-ci. La Première ministre a demandé des élections parce qu'elle voulait un mandat. Le mandat qu'elle a, c'est qu'elle a perdu des sièges conservateurs, perdu des voix, perdu le soutien et la confiance. Je pense que c'est assez pour qu'elle parte et laisse la place à un gouvernement vraiment représentatif des citoyens de ce pays. Si Theresa May est mise en difficulté, la défaite est lourde pour les indépendantistes écossais du SNP. Ils perdraient une vingtaine de sièges. Les libéraux démocrates, parti le plus europhile de Grande-Bretagne, doublent leur nombre de parlementaires, mais restent extrêmement minoritaires. De retour à Libreville, parlons à présent des épreuves sportives du baccalauréat qui ont débuté sur l'ensemble du territoire national. Notre équipe de reporters est allée dans les différents centres afin de voir la concrétisation de ces épreuves. Les précisions avec Marielle Fabiola Mengue, j'y arrive. Nos images sont de nos confrères de TV+. Les candidats au baccalauréat, avec engouement, se sont prêtés aux différentes épreuves proposées à ce dit examen. Pour la première journée, on a débuté avec le saut en longueur, ensuite le lancer de poids et on vient de terminer avec la gym pour revenir demain. En tout cas, les épreuves d'aujourd'hui se sont déroulées sans incident. En tout cas, on espère que les notes sont satisfaisantes. On ne peut pas faire quelque chose sans pour autant se préparer au préalable. On s'est préparé, bon, on espère qu'on a fait quelque chose. Le niveau y est ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on compte sur tout ce qu'on nous a appris durant l'année et on espère que ça va aller. Pour d'autres, le stress se faisait ressentir. Ça s'est vraiment bien passé. Au début, c'était vraiment bien. On était d'abord stressés, mais après les harmonisateurs nous ont fait comprendre qu'on n'a pas besoin de stresser. C'est comme un examen. Et bon, c'est comme si on était avec nos professeurs et tout, ça va aller et tout. Bon, ils nous ont encouragés, mais sinon ça s'est bien passé. On a commencé par le triple saut, vraiment c'était vraiment à merveille. Après, ensuite, on a entamé le lancer de poids, après la gym. Bon, ça s'est vraiment bien passé. On était vraiment émus parce que c'est le premier jour, donc ça nous motive plus. En somme, espérons que ces candidats qui n'ont pas eu une année complète puissent avoir l'indulgence de leur examinateur, car la faute n'est pas à eux, mais au système éducatif qui était piétiné par de nombreuses grèves. Et avant de nous quitter, votre rubrique Expression libre, voici la question qui vous a été posée. Dans quel pays du monde remonte la dernière découverte des restes d'Homo sapiens? Les éléments de réponse au micro de Yasser Nicolando. Ah, aucune idée. Pardon? Les restes des Homo sapiens. Alors, moi je donnerais deux propositions.
étant donné que jusqu'à présent, ou bien en ce moment, je parlerai de la Grèce antarctique. Voilà. Et comme c'est maintenant la proposition, je préfère la maintenir parce que je ne suis pas sûr. Merci. Je ne sais pas. Pardon? Ah, j'ai aucune idée. Filmez pas d'abord, vous cherchez d'abord sur quoi? Hein? Attention. Ils ont parlé de ça hier à la télévision, à RFI, mais je ne m'en souviens plus. Le mot, je ne sais pas trop. Hein. Pas trop. Dans quel pays du monde retrouve-t-on le reste des Homo sapiens? Aucune idée, hein, aucune idée. Ah, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Il fallait tout simplement nous proposer le Maroc. C'est sur cette note que se referme cette édition d'information réalisée par David Mitola. Les cadres étaient assurés par Bertrand Koumileka. L'ensemble de la rédaction vous dit merci et bon début de week-end à tous.